Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour assister donc à ce nouveau webinaire du cycle Il et elles l'ont fait. Je suis donc Léa Kermarek. Je vais me présenter et en même temps présenter les structures qui portent l'organisation de ce webinaire aujourd'hui. Donc, je travaille au sein de la fabrique d'innovation pour les transitions, de la sous-direction de l'innovation pour les transformations, du secrétariat général des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Donc, on est aujourd'hui réunis dans le cadre d'un cycle qui s'appelle Il et elles l'ont fait, qui est l'un des fruits du partenariat qui lie donc la sous-direction du ministère avec l'Institut pour la gestion publique et le développement économique, donc IGPDE, qui est l'organisme de formation du ministère de l'économie et des finances. C'est un partenariat dans le cadre duquel sont régulièrement organisés des événements auxquels vous avez peut-être déjà eu l'occasion de participer. Donc, des conférences économie et changement climatique sur les impacts, les enjeux économiques et les enjeux climatiques et les croisements entre les deux, des rencontres économiques sur les thématiques environnementales ou encore des événements 90 minutes pour le livre où on découvre des ouvrages qui traitent d'enjeux écologiques et économiques. Et donc, ce cycle, Il et elles l'ont fait, qui nous réunit aujourd'hui, qu'on a lancé en mai 2023 de cette année et qui se compose donc de conférences débats comme aujourd'hui sous forme de webinaire et de visites apprenantes qui permettent de rencontrer des entreprises et des acteurs qui ont redirigé leur modèle économique vers plus de soutenabilité et réaliser leur transition écologique et sociale. Donc, ces derniers mois, on a pu rencontrer Virginie Resson-Victor, qui est cofondatrice porte-parole du Grand Défi des entreprises pour la planète. Et puis, on a pu visiter des lieux démonstrateurs de la transition bas carbone, que sont un campus de bureaux construit entièrement en bois, qui est l'Arboretum à Nanterre, et puis un hôtel de logistique urbaine durable situé sur l'écoquartier Chapelle Internationale dans le 18e arrondissement de Paris et opéré par Sogaris. Et donc aujourd'hui, nous avons l'honneur, et merci beaucoup, de recevoir Emery Jacquilla donc pour un webinaire qui est consacré à l'entreprise, donc créatrice de valeurs sociales, environnementales et économiques. Emery, je vous remercie très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Et avant de vous passer la parole, je vais avoir la lourde charge de vous présenter. Donc vous êtes président, directeur général de Camif, qui est une entreprise spécialiste de l'ameublement local et durable de la maison. Vous avez relancé Camif en 2009 en misant sur la consommation responsable, le Made in France, pour proposer des meubles que vous espérez, là je vous cite, bons pour l'homme et pour la planète. Donc c'est cette expérience d'entrepreneur engagé en faveur de la transition écologique du secteur de l'ameublement que vous êtes venu partager avec nous aujourd'hui, mais aussi une autre casquette, celle de membre fondateur de la communauté des entreprises à mission, qui est une association qui a été créée en 2018 et qui porte une conviction que les entreprises ont un rôle essentiel à jouer aux côtés peut-être de l'État, de la société civile, des citoyens pour relever les défis sociaux et environnementaux du siècle. Et c'est donc aussi de cette forme de société à mission qui est un statut qui est aujourd'hui reconnu dans la loi Pacte, dont vous allez nous parler, en nous partageant votre vision d'une entreprise qui peut-être réconcilie profit et impact positif sur les enjeux environnementaux et sociaux. Donc, merci beaucoup encore d'être parmi nous. Avant de vous laisser la parole pour la première séquence du webinaire, je rappelle donc aux participants que l'idée, c'est de favoriser au maximum l'interactivité, même à distance. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions, réagissez dans le chat au fur et à mesure de la présentation que va dérouler Emery Jacquilla. On a prévu plusieurs séquences de questions-réponses au cours de l'heure et demie qui va suivre, et je me ferai porte-voix de vos questions auprès d'Emery pendant ces séquences-là. Donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole, Emery, pour ouvrir ce webinaire et puis commencer peut-être en présentant donc Camif et sa mission donc de transformation de cette filière de l'ameublement. Voilà. Eh bien, bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.
même si c'est à distance, c'est toujours moins bien à distance, mais c'est comme ça. Moi, je suis un entrepreneur. J'ai démarré mon aventure entrepreneuriale en 1995. J'avais 23 ans à l'époque. J'ai commencé par lancer un site qui vendait de la literie sur Internet avec Mathelsum. Et puis, mon chemin d'entrepreneur a basculé en 2009 quand je me suis attelé au projet de relancer, de réinventer la Camif. Je ne sais pas si autour de la table tout le monde connaît la Camif, mais dans le chat, vous pouvez mettre un petit pouce levé si c'est le cas. C'était une coopérative qui avait été créée en 1947 par des instituteurs qui se sont regroupés après-guerre pour se rééquiper et qui s'est développée avec le modèle de la vente par correspondance et le gros catalogue papier que beaucoup d'entre nous ont connu, qui a connu après des difficultés, notamment bousculées par l'arrivée d'Internet, qui a bousculé le modèle économique de l'entreprise et puis qui a finalement fait faillite en 2008. Ma conviction à l'époque, c'est que c'était d'abord, il y avait un attachement très singulier des clients, des sociétaires à cette marque. Et je me suis d'ailleurs pas mal interrogé, mais comment une entreprise comme ça, qui appartient à ces sociétaires, peut disparaître Alors oui, il y avait eu le bousculement et l'arrivée d'Internet qui a changé le modèle économique, mais finalement, avec quelques années de recul, je me suis dit finalement, ce qui a fait que cette entreprise a disparu, a fait faillite, c'est qu'elle ne s'est pas suffisamment pensée et sentie fragile. Et je pense que c'est une des premières qualités, finalement, aujourd'hui, on est fragile, on le voit à quel point le monde est fragile, la paix est fragile, les démocraties sont fragiles, les entreprises sont fragiles, et se penser fragile est probablement une forme de résilience parce qu'elle nous oblige à repenser régulièrement notre modèle, à repenser notre relation aux autres, parce que si on veut s'en sortir de toutes ces crises qui nous arrivent, moi j'ai démarré avec une crise, j'ai toujours vécu dans un monde en crise finalement, eh bien il va falloir s'ouvrir aux autres, coopérer davantage. Et clairement, je prends appui à ce moment-là, justement sur la crise financière de 2008, parce que, comme vous le savez tous, la chute de la Camif à New York a entraîné celle de Lehman Brothers et puis la crise financière mondiale qui s'en est suivie. Donc, dans le contexte, c'était pas gagner-gagner de pouvoir convaincre des investisseurs ou des banquiers de financer notre projet. Moi, j'avais une conviction. C'est qu'avec Camif, qui était une marque qui faisait partie du patrimoine des Français, on pouvait réinventer un modèle et être une alternative à ce qu'a fait la grande distribution depuis 50 ans, qui a toujours consisté à aller chercher plus loin, moins cher ailleurs. Et au fond, moi, j'avais une conviction, c'est qu'on pouvait privilégier avec Camif un modèle qui prône la qualité, qui prône le local, qui prône le durable, et qui avait une façon finalement, une belle façon de réinventer le modèle autour de ces valeurs fondamentales. Mais dans le contexte, c'était pas évident. Et si on a quand même réussi à convaincre des banquiers de nous suivre dans cette aventure en 2008, dans le contexte, c'est parce que j'ai très vite compris que si on mettait pas au cœur du modèle l'impact positif, d'abord pour recréer des emplois à Niort sur le territoire, et puis ensuite plus largement pour réengager l'ensemble des parties prenantes, on n'aurait juste aucune chance de faire le projet. Donc, dans les premiers mois et dans les 5 premiers mois de discussion et d'échange avec le tribunal de commerce, je me suis rendu compte que c'était ça qui créerait la valeur, qui ferait le projet possible. Donc, j'ai pris l'engagement de déménager mon entreprise, mais aussi ma famille à Niort. Donc, j'ai annoncé à ma femme qu'on quittait Paris pour aller nous installer à Niort. Donc, je la remercie toujours parce que sans le soutien du conjoint, l'entrepreneur n'est rien. Donc, mes enfants, eux, étaient très contents. Ils pensaient qu'on partait à New York, mais bon, non, c'était New York. Le fait de faire ouvrir à New York un centre de relations clients et donc s'attacher à créer un maximum d'emplois, de réouvrir un centre logistique et d'aménager là-bas et de relancer Camif dans son berceau finalement, ça a été une façon d'obtenir le soutien de tous les acteurs sans qui on n'aurait pas fait le projet, la communauté d'Aclo de Niort, la région à l'époque Poitou-Charentes, qui ont garanti 95% de nos emprunts bancaires. Donc j'ai compris très vite que c'est par le modèle d'impact positif sur l'enjeu premier qui était à l'époque l'enjeu social sur le territoire que finalement on a rendu possible le financement du projet, donc le lancement du projet. Et ce modèle d'impact positif, dès le redémarrage, on pense, ça conduit à une proposition de valeur qui, dans le contexte,
2009, miser sur le Made in France, c'était quand même un pari osé. C'était très ringard, le Made in France. Mais quand on annonce à nos fabricants qu'on va miser sur et on va valoriser sur le site leur savoir-faire, leur métier, et c'est le parti pris que Camif veut prendre aujourd'hui de défendre cette consommation plus responsable, plus locale, et ce qui sous-tend beaucoup de Made in France. Aujourd'hui, on travaille avec 125 fabricants français qui représentent 75% de notre chiffre d'affaires. Ça nous permet de regagner finalement la confiance de tout l'écosystème des fabricants avec lesquels aujourd'hui on travaille. Et une des premières innovations qu'on lance, c'est de redonner le pouvoir à nos clients, aux consommateurs, d'utiliser son pouvoir d'achat pour favoriser l'économie locale. Donc, la chose très simple, sur camif.fr, on peut rechercher par pays, par région, par département. On peut savoir d'où vient le produit, dans quelles conditions sociales, environnementales a été fabriqué. On peut visiter l'usine avec des vidéo-reportages. On peut savoir d'où viennent les principaux composants, combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine. Et c'est avec cette transparence et en redonnant finalement ce pouvoir aux consommateurs qu'on transforme aussi la façon dont on achète, parce que quand on donne l'information, les gens s'en saisissent et ça modifie leur comportement d'achat. Et ça, quelque part, c'est quelque chose qui est essentiel parce que, on le verra et on en parlera tout à l'heure, mais dans les acteurs du changement, parce qu'aujourd'hui, on doit changer, on doit réinventer nos modèles, réinventer nos entreprises, réinventer notre économie pour qu'elle soit soutenable. On va avoir besoin de mobiliser tout le monde, tous acteurs, les clients, les citoyens, les consommateurs, les collaborateurs, les États, les entreprises. Et donc, il faut redonner le pouvoir, réactiver le pouvoir qu'on a chacun d'entre nous pour changer, transformer, changer nos pratiques. La question du sens, c'est ce qui nous a mis ensuite en chemin sur l'entreprise à mission. C'est après avoir relancé Camif, après avoir aussi modifié en profondeur la culture de l'entreprise, parce que voilà, moi j'avais recruté des anciens de la Camif qui avaient 20 ans de culture très pyramidale, donc très grosse boîte. Donc j'avais été d'ailleurs assez marqué à l'époque par la visite de la Camif à Niort. C'était des grands bureaux des grands bâtiments un peu staliniens dans leur architecture, que des petits bureaux cloisonnés, de la moquette au mur, des grands couloirs sombres, et puis une grande tour avec les étages supérieurs réservés à la direction, parce qu'il fallait un code pour monter dans l'ascenseur. J'avais assez vite compris pourquoi l'entreprise avait un petit peu eu du mal à gérer l'arrivée d'Internet, et elle n'avait pas tout à fait l'agilité, en tout cas on ne percevait pas ça dans les bureaux, nécessaire pour s'adapter vite à cette révolution, à cette rupture qui a consisté la révolution digitale. Et donc, nous, on avait fait exactement l'inverse. On s'était installé dans le grand magasin Camif, qui était un grand open space. On était 25 au début dans 6000 mètres carrés. Et on n'avait pas de cloison. Même la salle de réunion n'avait pas de cloison. Et on était dans un mode d'organisation structure plate, mode projet. On a tout changé en même temps, ce qu'il ne faut jamais faire dans une entreprise, mais on n'avait pas vraiment le choix là. Et je pensais assez naïvement que ma culture entrepreneuriale, plus le mode projet dans lequel on était, et puis la fierté de participer à réinventer, relancer une marque comme Camif, emporterait une adhésion sur une nouvelle forme de culture d'entreprise, plus ouverte, plus agile, plus audacieuse. Et en fait, au bout d'un an ou deux, j'avais toujours des remarques des anciens de la Camif qui venaient voir en me disant « mais à la Camif, Emery, on faisait comme ça », et j'avais beau leur dire « arrêtez de me dire comment vous faisiez avant, parce qu'en fait, c'est pas avec les recettes d'avant qu'on va inventer demain. Il faut réinventer nos pratiques, réinventer nos façons de travailler ensemble. » Et je me suis dit, finalement, le plus long dans cette transformation, c'est de changer la culture. Et moi, je crois beaucoup à la force de l'expérience collective. Covid a été une expérience collective, on a tous fondamentalement changé. Je pense qu'on n'aurait jamais fait un webinaire il y a 4 ou 5 ans. Là, aujourd'hui, c'est à peu près naturel. Ça a changé nos pratiques, ça a changé nos façons de travailler. Et donc, à l'époque, je décide en 2010 de faire venir une artiste en résidence dans l'entreprise. Alors, j'annonce ça au point du mardi, qui est un point où on fait le point avec toutes les équipes. On réunit toute l'entreprise tous les mardis. On fait le point sur l'actualité, l'activité. On peut proposer des projets. Et là, je propose le projet d'accueillir une artiste en résidence pendant 3 mois. Alors, c'est une jeune artiste française qu'on a accueillie à ce moment-là, Anne-Laure Maison, qui travaille sur les pratiques de la maison, elle a un patronyme qui va bien, et donc qui nous correspondait pas mal aussi, parce que Camif, c'est de l'équipement de la maison. Et je lui donne carte blanche pour venir passer 3 mois avec nous. Et je suis sûr à ce moment-là qu'on va vivre une expérience complètement inédite et que ça va être probablement la première brique de notre culture d'entreprise différente, qui était ni celle de la Camif d'avant, ni celle de Mattelsom, ni celle… il fallait inventer un nouveau.
nouveau modèle. Et donc, ce qui était original, c'est que donc tous les jours, elle produisait des œuvres. Un jour, on arrive et toutes les places de parking taguées avec des noms d'artistes contemporains qu'Anne-Laure aimait bien. Donc, les gens sont allés la voir en disant mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as tagué des places de parking? Est-ce que tu as demandé l'avis d'Emery avant de le faire? Bah non. Il m'a donné carte blanche. Moi, je fais mon job d'artiste. Elle connaissait rien à l'entreprise, mais elle travaillait avec son cœur et c'était très beau. Et une des œuvres qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en nous observant travailler, elle était assez choquée qu'on s'envoie des emails à longueur de journée. Alors là, elle a eu l'idée géniale, dès qu'elle voyait quelqu'un qui se levait et qu'elle allait parler à quelqu'un d'autre à un autre bureau, de matérialiser ça au sol en scotchant des bandes roses pour relier les deux bureaux entre eux. Puis progressivement, l'entreprise s'est tissée de plein de bandes roses pour nous rappeler l'importance du lien, du vrai échange. Parce qu'au fond, et ça a été ma principale leçon en tant que manager à ce moment-là, la vraie richesse d'une entreprise, c'est cette capacité à créer du lien. Créer du lien avec ses clients, avec son territoire, avec son écosystème de partenaires, de fabricants. C'est ça qui fait sa valeur. Et d'ailleurs, quand il y a une crise qui arrive entre deux entreprises qui ont strictement les mêmes bilans depuis des années, qui ont le même chiffre d'affaires, le même EBITDA, quand la crise arrive et qu'elle percute ces deux entreprises, il y en a une qui passe la crise, qui s'en sort parce qu'elle a su tisser un lien fort et qu'elle peut demander des efforts à ses clients, à ses collaborateurs, à ses fournisseurs. Et tout le monde a envie que cette entreprise s'en sorte. L'entreprise qui, elle, a mis la pression sur ses fournisseurs ou sur ses salariés, le jour où une crise arrive, elle disparaît. C'est normal parce que plus personne n'a envie que cette entreprise perdure, au fond. Et donc, cette valeur immatérielle qui est fondamentale de l'entreprise, cette qualité du lien, elle apparaît dans aucun bilan et pourtant, elle est essentielle. Et donc, ça peut nous interroger, et moi, ça m'a interrogé sur comment, en tant que leader, je peux nourrir le lien. Comment je peux faire en sorte que cette entreprise soit encore plus résiliente, parce qu'elle a connu des crises, et puis on a envie qu'elle s'en sorte toujours. Et puis, le projet Camiche n'a pas été un long fleuve tranquille. Et là, je crois qu'il y a deux choses qui sont caractéristiques de cette capacité à créer du lien. D'abord, il y a le plaisir à être ensemble. Il ne faut pas oublier cette dimension du plaisir dans les transformations. S'il n'y a pas de plaisir, si on n'a pas de la joie, si on n'a pas de l'envie de travailler ensemble, de mettre en commun finalement notre énergie, notre intelligence, on ne va pas aller très loin. Et donc, comment on peut développer des activités qui génèrent de la joie, qui génèrent du plaisir dans l'entreprise? Nous, ça nous a mis par exemple sur la voie du tour du Made in France, où chaque année, on va à la rencontre des fabricants avec lesquels on travaille. On invite nos collaborateurs et des clients pour visiter les usines avec lesquelles on travaille. Et c'est des moments extrêmement riches parce qu'on découvre tous les savoir-faire qui se cachent derrière les produits qu'on vend sur le site tous les jours. On rencontre des ouvriers et puis l'après-midi, on fait travailler ensemble des ouvriers, des clients, des collaborateurs à imaginer les produits ou les services de Camif de demain. C'est extrêmement riche, c'est extrêmement puissant. Et le principal caractère positif qu'on en retient, c'est que, il y a de la fierté à ce qu'on fait, fierté de défendre le Made in France, fierté à l'intérieur des usines. Quand vous avez des ouvriers qui voient 25 clients qui déboulent et qui leur posent des questions sur leur savoir-faire, ça fait beaucoup de bien et beaucoup de plaisir finalement à partager un projet qui fait sens. Et le deuxième ingrédient du lien, c'est justement le sens. Et cette question du sens, aujourd'hui, elle est centrale parce qu'on le voit chez les jeunes, toujours en quête de sens. Nous-mêmes, en tant que dirigeants, on n'est pas absent de cette quête de sens. Et cette question du sens s'est donc posée à nous en 2012-2013, quand on a fait deux rencontres qui ont été assez structurantes dans notre parcours et dans notre chemin d'entreprise à mission. D'abord, on avait besoin de lever des fonds à ce moment-là parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait 80% de nos clients qui avaient plus de 65 ans d'âge moyen, donc il y avait un petit sujet de pérennité sur l'activité, donc il y avait une urgence à aller recruter des nouveaux clients, à rajeunir la marque, mais ça voulait dire aussi du coup changer l'offre, transformer l'offre produit, et ça prend du temps et ça se fait pas sans moyens. Donc il y avait besoin d'aller renforcer nos moyens financiers. À ce moment-là, j'ai eu la chance de ne pas trouver pendant 18 mois de fonds d'investissement pour nous suivre. Ceux que je rencontrais très poliment me disaient qu'ils trouvaient que c'était formidable ce qu'on avait fait à Niort avec la Camif, etc. Mais ils disaient, revenez nous voir un peu plus tard quand vous serez rentable. Et finalement, j'avais beau leur dire, le centre d'appel qu'on a installé à Niort, on le met à Madagascar et on est tout de suite rentable. Tous me disaient, mais pourquoi vous ne le faites pas? Donc, en fait, aucun des fonds d'investissement à l'époque ne valorisait justement ce modèle d'impact positif.
et cette dimension sociale, environnementale qu'on avait donnée dès le redémarrage au projet CAMIF. J'avais même un fonds dont je tairai le nom parce qu'il est un peu soutenu par l'État quand même, qui me disait mais qu'est-ce que vous ferez quand vous n'aurez plus de fabricants français? Donc c'était la vision quand même en 2012 du rôle de la place de l'industrie en France. Et j'avais beau dire en fait nous on fait tout pour qu'il y en ait un maximum et que nos fabricants s'en sortent, etc. Donc bon. Et donc, in fine, je me suis retourné en disant, mais est-ce qu'il n'y a pas sur Terre un fonds d'investissement dans le monde qui valorise un modèle un peu différent, un modèle d'impact positif, pas que l'aspect financier, ou qui perçoit que peut-être qu'en s'intéressant pas que à la finance ou au profit, on va peut-être justement créer une valeur plus durable, plus sincère dans l'entreprise. Et donc là, j'ai rencontré un des tout premiers fonds d'impact en France, qui s'appelle Citizen Capital, qui avait été créé en 2008 par Laurence Méhaignerie et Pierre-Olivier Barrenne, dont la thèse d'investissement, c'est précisément celle-là. Les entreprises qui seront les plus utiles pour la société seront également les plus performantes pour leurs actionnaires. Et donc, eux avaient commencé à investir on a été un peu un des premiers investissements de Citizen Capital. Et eux nous ont beaucoup challengés sur comment on pouvait structurer notre démarche d'impact, comment on pouvait davantage affirmer finalement à travers le modèle CAMIF qu'on avait mis en place sur la qualité, sur le local, sur le durable, comment on pouvait davantage affirmer finalement la raison d'être de CAMIF et l'impact positif qu'on cherche à avoir à travers le projet. Et avec eux, on a fait la rencontre de chercheurs, Blanche Ségrestin et Armand Actuel, qui étaient chercheurs à la chaire théorie de l'entreprise à l'École des Mines à Paris, qui eux, pendant la crise financière de 2008, se sont dit en fait, on n'assiste pas à une crise financière. On assiste à la crise de l'entreprise. Et à force d'avoir mis le profit au-dessus de tout, on a juste oublié pourquoi les entreprises existent. Et c'est très grave et ça nous emmène dans le mur. Du coup, ils se sont dit, il y a eu une chance finalement à refonder l'entreprise. C'est un petit bouquin qu'ils ont écrit à ce moment-là. Et ils avaient bâti un modèle qu'ils avaient appelé la société à objet social étendu, convaincus que l'objet social même de l'entreprise ne peut pas se limiter à être le partage du profit entre actionnaires, mais qu'elle a un vrai rôle, une vraie utilité dans la société et qu'il faut pouvoir faire émerger cette utilité dans le débat de l'entreprise, qu'il faut pouvoir structurer cette utilité quelque part, la pérenniser et puis la rendre crédible. Et rendre crédible cet engagement de l'entreprise. Et donc, on a fait un peu l'expérience avec le Collège des Bernardins, avec ces chercheurs de l'École des Mines, avec CAMIF, pour expérimenter ce modèle. On s'est donc mis en chemin, j'ai confié à un petit groupe de travail qu'on a appelé la cellulose, donc c'est pas très original, mais la cellule à l'objet social étendu, à qui j'ai confié la mission de définir finalement la mission de l'entreprise. Et on s'est donc posé, et ça a pris du temps, on a mis 2 ans et demi pour formuler les 2 phrases qui sont constitutives de la raison d'être de CAMIF, non pas que nous ne soyons pas très efficaces, mais parce qu'on a interrogé largement l'ensemble des parties prenantes avec cette question au fond existentielle. Pourquoi on existe? À quoi on sert? Qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si CAMIF n'existait pas? Et qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si tous les acteurs de notre marché adoptaient les bonnes pratiques de CAMIF? Ça changerait pas mal de choses. Et donc, c'est fort de toute cette matière, nourrie d'interviews avec, alors pour oublier aucune des parties prenantes, j'utilise l'acronyme de la CAMIF, avec le C des clients, le A des actionnaires, le M, le monde qui entoure l'entreprise, donc son territoire, le I, l'intérieur de l'entreprise, les collaborateurs, le F, les fournisseurs. Et donc, c'est fort de toute cette matière collectée sur finalement, au fond, la perception que chacun avait de la valeur qui était créée par l'entreprise pour elle. Une valeur économique, une valeur sociale, une valeur environnementale, une valeur sociétale. Et fort de toute cette matière, on inscrit notre mission dans nos statuts en 2017. Donc, c'est proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et mobiliser notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production, d'organisation. Et on accompagne ça de 5 objectifs de mission qui nous mettent immédiatement en tension, parce que quand on dit, on va faire de l'économie circulaire notre standard, on va accélérer, transformer l'entreprise et participer à la réinvention de nos filières, ça c'est deux de nos objectifs de mission, ça nous oblige. Ça nous oblige à revoir les 20 000 références du catalogue CAMIF et à se poser les bonnes questions. Mais comment sont fabriqués ces produits? Comment on peut faire mieux avec moins? Comment on peut embarquer toute la filière dans cette transformation de notre modèle productif pour qu'il soit plus soutenable?
Et là, on se dit, on ne va pas y arriver tout seul, ça c'est sûr. Donc, on fait un camifathon, donc c'est un hackathon pendant 3 jours où on réunit des clients, des fabricants, certains fabricants avec lesquels on ne travaillait pas, des designers, des experts de l'économie circulaire, des collaborateurs. Et on dit, voilà, carte blanche pour réinventer des produits. Nous, on s'engage à accompagner des projets qui, au bout de ces 3 jours, seront sélectionnés par un jury et qui vont lancer une nouvelle démarche chez Camif, qui est une démarche d'éco-conception ou une démarche de développement de produits exclusifs sous la marque Camif Édition. C'était assez surprenant parce que ce qui s'est passé, c'est que effectivement, au bout de 3 jours, on a des groupes qui se sont constitués, qui ont pitché des projets, des groupes de personnes qui ne se connaissaient pas 3 jours avant, mais qui étaient convaincus et qui répondaient à notre cahier des charges très exigeant sur le caractère circulaire notamment. Alors, comme toujours et comme toute transformation, elle est d'abord le fruit du plaisir à se retrouver ensemble et à imaginer demain. Elle est le fruit d'une coopération, parce qu'il faut de la diversité d'acteurs, et c'est ce qui s'est passé chez nous. Et elle est le fruit d'un temps long, parce que ça ne peut pas se passer en un temps trop court. L'exemple que je prends pour illustrer au mieux cette démarche et ce qu'elle a généré chez nous, c'est le matelas Timothée qu'on a lancé l'année dernière, donc après 4-5 ans de travail, pour mettre au point le premier matelas entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés. Donc c'est une première boucle d'économie circulaire au sein de la filière literie. Et c'est un très bon exemple pour moi de ce qu'est finalement l'entreprise à mission. C'est pas quelque chose de théorique, c'est pas juste une raison d'être qui est très belle. C'est vraiment comment on transforme le cœur de l'offre, le cœur du modèle de l'entreprise. Et ça a créé pour nous une triple valeur. Une valeur économique, une valeur sociale et une valeur environnementale. Valeur économique, vous n'êtes pas sans savoir qu'on traverse une crise assez intense avec l'inflation qui touche nos clients, mais qui touche aussi nos fabricants. Nous, on a pris 28% d'augmentation de nos prix d'achat en l'espace de 2 ans. C'est un choc. Eh bien, ce matelas qu'on a mis au point, alors c'est vrai qu'avant la crise Covid d'Ukraine, il était un peu plus cher à produire que le matelas traditionnel qui est fait principalement à partir de mousse issue du pétrole. Aujourd'hui, avec l'inflation, finalement, notre matelas, il est plus économique. Donc, il a protégé nos marges. Dans un contexte qui n'est pas simple. Il a créé une valeur sociale. On a pu mesurer, comme c'est que des acteurs du Made in France, que quand on crée un emploi à Niort, c'est 10 emplois en France qu'on soutient. Et il crée une valeur environnementale. On a fait une analyse du cycle de vie. On est en train de développer ces analyses de cycle de vie, notamment grâce au soutien de l'ADEME sur l'ensemble de notre catalogue produit. Eh bien, c'est 45% de CO2 en moins que le même matelas fabriqué à partir de mousse traditionnelle issue du pétrole. Donc là, on a réconcilié finalement l'enjeu économique et les enjeux sociaux-environnementaux. C'est possible. Et c'est fort de cette conviction d'ailleurs que je me suis dit en 2018, mais ce modèle de l'entreprise à mission, en fait, il est extrêmement puissant et il faut qu'on le partage. Ce sera la deuxième partie. Néanmoins, l'entreprise à mission, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Parce que quand on met une mission dans ses statuts, alors l'inscription dans les statuts est très importante parce qu'elle permet quand même l'alignement des actionnaires et un changement d'état d'esprit. C'est-à-dire que l'actionnaire comprend à ce moment-là que l'entreprise est au service de cette utilité sociale qu'elle a définie, de cette contribution positive pour la société, pour le bien commun qu'elle a défini, et que c'est parce qu'elle sera utile pour la société qu'elle créera de la valeur pour l'actionnaire. Et non pas le profit d'abord et ensuite on verra. C'est donc un changement complet d'état d'esprit. L'inscription statutaire est donc un passage obligé quelque part. Mais après, l'enjeu clé, c'est la crédibilité, c'est l'engagement des collaborateurs et c'est donc la sincérité de la démarche. Quand on inscrit notre premier objectif de mission, c'est informer et sensibiliser sur la consommation responsable. On inscrit ça en 2017. 15 jours plus tard, j'ai un comité stratégique avec mes actionnaires et je leur dis, dans 15 jours, on va fermer camif.fr pour boycotter le Black Friday.
Parce que le Black Friday, en fait, c'est le syndrome de la surconsommation. Donc, ce jour-là, on va faire l'inverse. Et donc, on va fermer. Alors ça, je ne vous cache pas que ça n'a pas été mon meilleur comité stratégique de la vie. Ils ont passé 2h30 à essayer de me convaincre que c'était pas à l'entreprise de prendre ce type de parti radical, que c'était peut-être pas nécessaire d'aller jusqu'à fermer le site. On pouvait très bien se contenter de ne pas faire de promotion ce jour-là. Et moi, je crois qu'on ne changera pas le monde avec de l'eau tiède, mais on changera avec de l'audace. Alors moi, je crois que c'est ça qu'aussi on attend aujourd'hui d'un dirigeant, c'est qu'il ose. Il ose réinventer ses pratiques, qu'il ose réinventer les modèles, qu'il ose remettre en question cette sacro-sainte croissance, parce qu'au fond, il faut réinventer une économie, un monde soutenable. Il faut le faire pour nos enfants, pour la planète, si on l'aime. On n'a pas vraiment le choix. Et ça passe par des renoncements. Et je voudrais insister sur l'importance, en tant que dirigeant, du renoncement pour accélérer la transformation. On ne va pas transformer par une transition linéaire, modérée. À un moment donné, on a besoin d'actions un peu radicales. On a besoin de renoncer à un certain nombre d'activités qui ne sont plus alignées avec les objectifs de l'entreprise ou avec les objectifs globaux, en fait. Et clairement, renoncer au Black Friday, même si ça n'a pas été pour nous, du coup, ça a été le pire jour de l'année. On a fait 0 € de chiffre d'affaires ce jour-là, alors que tous les acteurs du e-commerce ont fait des très beaux scores en 2017. On était les seuls à faire passer ce message. Pour que ça marche, il fallait quand même qu'on en parle. Hein, donc, c'était un peu le pari, quoi. Donc là, on a eu quelques sueurs froides parce que les journalistes à qui on parlait de l'opération disaient c'est bien, mais enfin, on comprend pas le problème du Black Friday, quoi. On fait des bonnes affaires pour Noël, so what? Alors pour eux, je ne pouvais pas grand-chose. Puis l'autre moitié des journalistes qu'on approchait disaient c'est très courageux. On passe le sujet en comité de rédaction, puis ils revenaient systématiquement après le comité de rédaction en disant désolé, on peut pas parler quand même d'un site qui boycotte le Black Friday parce que c'est quand même notre meilleure semaine de recettes publicitaires, donc difficile. Et ça n'est que parce que certains journalistes ont été bousculés parce que eux-mêmes ont reçu une tonne et des tonnes d'emails de Black Friday ont été exposés à de la publicité partout, qui nous ont dit finalement venez nous en parler. Donc j'ai fait mon baptême du Jean-Jacques Bourdin ce jour-là, donc j'ai fait une demi-heure à l'antenne pour expliquer pourquoi. Il était un peu sceptique au début, pourquoi on faisait ça. Ensuite, il m'a dit que je faisais de la com, et j'ai acquiescé. On faisait de la com responsable parce qu'on avait juste rien à vendre ce jour-là, juste à faire passer un message. Est-ce qu'on doit continuer à consommer comme on consomme et des actions comme le Black Friday qui incitent vraiment à les gens à acheter des produits dont ils n'ont pas forcément besoin, etc. Ou est-ce qu'on ne doit pas re-questionner nos modes de consommation, reprendre la maîtrise de notre pouvoir d'achat, de notre pouvoir de consommation, consommer moins, mais aussi consommer mieux. Et moi, c'est ça le message que je porte, et c'est ça que Camille porte. Donc, quand elle dit on va défendre une consommation responsable, c'est on va reprendre la maîtrise de notre pouvoir d'achat, on va consommer moins, on va consommer mieux. Et donc, à se poser davantage de questions avant d'acheter un produit. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai besoin tout de suite? Est-ce que je n'ai pas un produit similaire? Est-ce que je pourrais pas réparer ce que j'ai? Et si vraiment je veux acheter un produit neuf, je vais me poser davantage de questions. D'où il vient? Dans quelles conditions sociales, environnementales il a été fabriqué? Et finalement, cette opération, on l'a réitérée chaque année depuis. Sur le temps long, je peux dire qu'elle a apporté beaucoup de fruits très positifs pour l'entreprise. D'abord, on a entièrement recruté, renouvelé la clientèle. On a aujourd'hui 80% de nos clients qui sont des jeunes, pas du tout forcément instit ou fils d'instit, mais qui sont vraiment engagés, qui veulent donner du sens à leur achat, qui veulent et qui donc veulent acheter à des marques qui sont engagées, mais qui sont surtout capables d'apporter des preuves de leurs engagements. Et ça a été un marqueur très fort de notre engagement sur la consommation responsable. Et puis, ça nous a pas empêché non plus de faire de la croissance malgré tout, depuis 2017. Et enfin, 1500 sites l'année dernière, e-commerce, ont boycotté le Black Friday. Donc, ça a vraiment porté un débat, et moi, je crois que le rôle de l'entreprise est aussi un rôle politique, de prendre part au débat de la cité, puisqu'on façonne finalement la société quelque part, à la fois par un ancrage très fort dans notre chaîne de valeur en amont, mais également en aval, une influence considérable qu'on peut avoir sur les comportements de consommateurs.
Et donc, je recommande le renoncement comme un outil de transformation, d'accélération de la transformation, à condition qu'il soit sincère, à condition qu'il soit cohérent par rapport au projet de l'entreprise et qui est l'engagement des collaborateurs, parce que évidemment, c'est un outil qui déstabilise. Mais en même temps, si on veut transformer, il faut se mettre en mouvement. Donc, quelque part, quand on renonce à une activité, nous on a renoncé en 2021 à tous les produits de grand import, pour se recentrer que sur les produits made in Europe. Donc aujourd'hui, 100% de notre offre est fabriquée en Europe et 74% de notre chiffre d'affaires est fait en France. Mais ça nous a obligés à renoncer à 7% de notre catalogue en 2021. Ce sont les collaborateurs qui ont fait ce renoncement-là. Ça nous a mis en tension, mais c'est cohérent et ça nous a permis aussi, et c'est un des bénéfices du renoncement, de finalement libérer de l'énergie des collaborateurs qui étaient posés sur des choses ou des activités qui ne créaient pas vraiment de valeur, en tout cas pas sur le long terme pour l'entreprise, pour la recentrer sur ce qui compte vraiment. Et donc, on a fait des actions, des hackathons pour relocaliser du micro-ondes. On n'a pas encore tout trouvé, hein. Mais ça a aussi permis d'accélérer, enfin, d'avoir une proposition à l'heure encore plus alignée, bien perçue par les consommateurs qui sont aujourd'hui aussi beaucoup plus aguerris par rapport aux tentatives de greenwashing des entreprises. Et donc, c'est cette sincérité aussi, je crois, qui est valorisée. Et puis, pour terminer, parce que souvent on me pose la question, oui, bon, bah, tout ça c'est bien, mais poursuivre des enjeux sociaux, environnementaux, ça se fait un peu au détriment de la valeur économique, non? Ou est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Moi, je pense tout le contraire. Et là, il y a 1 an et demi, on s'est rapproché de la Maïf. On fait partie maintenant du groupe Maïf. Probablement jamais on aurait été racheté par la Maïf et des fonds d'investissement qui nous ont fait confiance en 2009 ou 2013. Ils n'auraient pas trouvé de meilleure sortie et ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas fait tout ce chemin sur l'entreprise à mission. Et la Maïf aussi est une société à mission, donc on est aussi très alignés. Donc ça ne s'est pas fait du tout au détriment de la valeur économique créée. Au contraire, ça a accéléré la transformation de Camif, de son offre, de sa clientèle. Et aujourd'hui encore, ça nous met en tension pour imaginer de nouveaux modèles. Mais je crois que c'est aujourd'hui fondamental pour un dirigeant que d'investir dans la transformation. Si on ne le fait pas, c'est comme ceux qui n'ont pas investi dans la transition digitale. Les Kodak, les Sony qui ont inventé le Walkman, ils n'existent plus trop aujourd'hui. Enfin, ils ont raté en tout cas le virage et les opportunités qu'a ouvert le digital. Eh bien aujourd'hui, un dirigeant qui prend pas qui n'investit pas sur la transformation de son modèle, qui prend en compte les limites planétaires, qui prend en compte, eh bien en fait, il met à risque son entreprise. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience chez les dirigeants, mais aussi même dans la finance, chez les actionnaires, qu'au fond, si on veut créer une valeur soutenable, il faut qu'elle soit aussi positive pour la société. Il faut aussi que l'entreprise adresse des enjeux de société. Et si elle ne le fait pas, eh ben, elle va perdre la guerre des talents, parce qu'évidemment, l'engagement et la mission est un facteur très positif pour la marque employeur. Et si elle perd la guerre des talents, elle perd la guerre de tout court, en fait. Donc, voilà un peu le chemin parcouru par Camif. Je ne sais pas si je suis dans mon timing, Léa, par rapport aux autres questions que tu as adressées. Si, merci beaucoup, Emery. En plus, du coup, cette petite conclusion de la première séquence fait le lien avec plusieurs questions qu'on a dans le chat que je vais donc te partager. Donc d'abord, on a des interrogations, mais ça fera peut-être le lien avec la seconde partie, donc sur la différence entre une entreprise à mission et une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Je pense que peut-être qu'on peut la garder pour plus tard. Et le reste a trait quand même vraiment à l'organisation actuellement de Camif et cet engagement. On a des questions sur la Camif est-elle une entreprise libérée, c'est-à-dire est-ce qu'elle a une structure hiérarchique qui reflète aussi ses engagements, donc qui serait moins pyramidale, plus horizontale,
où chacun des collaborateurs voilà, est aussi un peu libre de s'auto-organiser, s'auto-diriger, ou est-ce que voilà, ça n'a pas impacté l'organisation du travail au quotidien. Et puis, une autre question qui est en lien, les autres, je les garde pour la suite. Est-ce que la joie de vivre au travail a favorisé les recrutements à la CAMIF? Ça a été un petit peu abordé à la fin en disant que évidemment c'était bénéfique pour la marque employeur et que donc du coup ça a bénéficié à l'attractivité aussi de l'entreprise, j'imagine, auprès des personnes sur le marché du travail. Donc voilà, ces deux questions-là. Alors, pour répondre aux questions dans l'ordre, est-ce qu'il y a une complémentarité, une différence entre les entreprises à mission et l'ESS? Ce qui est intéressant, et on en parlera lors de peut-être que je peux démarrer tout de suite là-dessus finalement pour parler un peu du cadre de ce que c'est une entreprise à mission, parce que pour parler de la différence ou des complémentarités, il faut poser le cadre. Et pour recontextualiser un peu, une fois qu'on a pris conscience, nous, en 2017-2018, à quel point ce modèle était structurant pour un dirigeant qui veut rendre son entreprise plus contributive, on s'est dit, mais il faut qu'on le fasse connaître, il faut qu'on le partage. On peut pas rester avec un modèle comme ça dans un laboratoire et avec quelques entreprises qui l'expérimentaient. Donc, c'est ce qui m'a motivé à cofonder la communauté des entreprises à mission en 2018. Et l'idée était faire une sorte de communauté d'innovation avec des dirigeants qui souhaitaient s'engager, qui ne savaient pas forcément comment le faire, et de leur offrir un cadre de partage pour partager leur expérience, pour faire connaître et leur faire comprendre la singularité de ce modèle de l'entreprise à mission, et puis de continuer à enrichir un modèle qui n'était pas encore fini à l'époque. Et c'est avec cette association d'intérêt général que j'ai cofondée, que j'ai présidée de la création jusqu'à juin de cette année, on a poussé finalement, et pour que dans la loi Pacte, on travaillait avec le rapport Nota Sénat, on a été interviewé, etc., on puisse avoir la reconnaissance finalement de ce modèle et qui aujourd'hui s'appelle la société à mission. Peut-être dire un tout petit mot aussi sur la loi Pacte, parce qu'il n'y a pas que la société à mission dans la loi Pacte. Il y a eu la modification du code civil, donc on est passé directement de Napoléon à Greta Thunberg, parce que en gros, on n'avait pas touché l'article 1833 depuis un petit moment. Et donc l'article 1833, il est intéressant, ce qui dit que toute entreprise doit prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Ça consacre la RSE, c'est-à-dire qu'on n'a plus le choix aujourd'hui. Ça devient la norme. C'est pas bien de faire de la RSE, c'est normal. Et c'est important parce que ça veut dire que quel que soit le statut juridique d'une entreprise, qu'elle soit une coopérative, une mutuelle, une SARL ou une SAS, une boîte cotée, une boîte familiale, elles doivent prendre en considération dans leur projet les enjeux sociaux et environnementaux. C'est une révolution, mais elle est passée un peu velours, mais c'est vraiment une révolution. C'est pour moi aussi puissant que le devoir de vigilance qui permet aujourd'hui à toute ONG d'attaquer une entreprise parce qu'elle n'a pas pris en considération dans sa chaîne de valeur le respect des droits de l'homme. Voilà. Le deuxième article qui a été modifié, c'est de donner la possibilité à des entreprises de se doter d'une raison d'être, l'article 235, donc de modifier son objet social pour intégrer une raison d'être. C'est intéressant parce que ça permet d'ouvrir la question de pourquoi l'entreprise existe et à quoi elle sert. Et le modèle aboutit à la société à mission, qui a un cadre vraiment structurant, qui vient crédibiliser finalement l'engagement de l'entreprise et qui est un outil pour accélérer la transformation de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est une société à mission? Alors, vous l'avez compris, une entreprise à mission, c'est de manière générale, c'est l'entreprise qui met au cœur de son modèle une mission avec un impact positif sur des enjeux sociaux environnementaux. Et techniquement, une société à mission, c'est une société qui respecte 3 conditions. L'inscription statutaire dans les statuts d'entreprise d'une raison d'être et d'objectifs sociaux et environnementaux qui sont librement choisis par chaque entreprise, qui doivent refléter la singularité de l'entreprise, qui doivent être ancrés dans le modèle économique de l'entreprise, donc vraiment, et qui, pour l'avoir vécu et expérimenté, a souvent mobilisé un travail assez collaboratif pour arriver à une définition
parce que la raison d'être n'est pas un exercice simple, hein. C'est pas une agence de pub qui va vous faire votre raison d'être. Et les objectifs sociaux environnementaux, il faut qu'ils soient vraiment ancrés dans les pratiques, dans le modèle de l'entreprise. Donc c'est un exercice qui demande beaucoup d'itérations successives et qui est une forme de ligne de crête. D'ailleurs, si on est trop déconnecté des pratiques de l'entreprise, les gens vont voir un risque, il y a un risque très fort d'insincérité qui va être perçu en premier lieu par les collaborateurs. Donc, c'est une démarche qui va se retourner complètement et qui va avoir l'effet inverse de celui escompté. Et inversement, si ça ne crée pas une tension créative, comme celle que j'ai évoquée tout à l'heure, sur la mise en tension de l'entreprise, ça ne sert à rien. Donc, c'est un équilibre subtil qu'il faut trouver. L'inscription dans les statuts, la deuxième clé, c'est la mise en place d'une gouvernance de la mission. Alors, pour les grandes entreprises de plus de 50 personnes, il faut un comité de mission. Pour les petites, un référent mission. Mais c'est aussi une révolution, ça. Parce que quand on analyse un peu les autres pays et l'évolution des droits des sociétés dans les autres pays, il y a un modèle un peu proche qui est la société à benefit en Italie. Il y a en Espagne le modèle qu'ils ont voté un peu l'année dernière qui ressemble pas mal aussi à l'entreprise à mission. Mais personne, dans aucun pays au monde, n'a touché à la gouvernance. Or, si on veut transformer les entreprises, il faut toucher à la gouvernance. Parce que l'entreprise n'existe pas. En droit, l'entreprise n'existe pas. Seule la société existe. Mais quand on regarde qui gouverne la société, eh bien, la société, elle est aujourd'hui gouvernée par un conseil d'administration qui représente les actionnaires et l'intérêt des actionnaires. L'intérêt des actionnaires, il n'est pas toujours aligné avec celui de l'entreprise, notamment sur cette question du temps long, notamment sur cette question du rendement du capital et du coup de l'équilibre entre la répartition de la valeur dans l'entreprise, entre le capital, le travail. Aucun organe de gouvernance n'était vraiment dédié à l'entreprise. Et là, avec le comité de mission, on vient de créer finalement la reconnaissance de l'entreprise et un organe de gouvernance qui défend exclusivement les intérêts de la mission de l'entreprise. C'est vraiment nouveau, c'est une révolution. Et c'est ce que doivent donc faire les entreprises à mission. Et ce comité de mission, il sert à challenger l'entreprise au regard des objectifs qu'elle s'est fixés, à évaluer l'entreprise au regard des objectifs qu'elle s'est fixés, parce qu'on publie un rapport de mission chaque année, et c'est le comité de mission qui évalue chaque objectif de mission. Et enfin, le troisième élément structurant que doivent respecter les sociétés à mission, c'est le fait d'accepter de la transparence et d'accepter la sanction d'un audit de vérification par un organisme tiers indépendant qui va venir tous les 2 ou 3 ans selon la taille de l'entreprise, vérifier la qualité de société à mission. Est-ce que l'entreprise a bien sincèrement mis en œuvre un projet qui est au service de sa mission? Est-ce qu'il y a eu des moyens qui ont été mis? Est-ce qu'il y a eu des objectifs qui ont été atteints? Est-ce que les travaux du comité de mission reflètent bien tout ça? Et c'est ces 3 conditions-là qui fait qu'on est société à mission ou pas. Et ce qui est intéressant, et là j'en viens donc, alors je reboucle avec la question initiale, c'est que ce modèle de la société à mission, ça n'est pas un statut, c'est une qualité. Et donc, il est indépendant des statuts et il peut s'adapter donc à tous les statuts. Il peut venir s'encapsuler sur une coopérative, une mutuelle, une SARL, une EURL, une ESA, une ESAS, que ce soit une boîte cotée, une boîte familiale, peu importe. Tout le monde peut adopter cette qualité de société à mission. On a même aujourd'hui en France des associations qui adoptent finalement le modèle de la société à mission. On a le Rugby Club à Niort, hein, évidemment, qui a adopté la qualité de société à mission. Donc, même si c'est pas prévu en fait par la loi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que aucune entreprise, quel que soit son métier, quelle que soit sa forme juridique, quelle que soit sa taille, n'est aujourd'hui à l'abri de bien définir, de bien clarifier les objectifs positifs qu'elle entend mener, la contribution positive qu'elle entend mener pour la société. Et ça, c'est assez fondamental. Donc, on peut tout à fait être une structure de l'ESS et se dire finalement, et dans l'ESS, on voit la différence entre un crédit agricole ou un ESAT avec lesquels, par exemple, on travaille beaucoup d'ESAT, l'ESAT du hameau à Pau, qui est une structure d'insertion qui fait un travail dingue. On fait tous nos lits en pain massif là-bas. Elle est quand même assez large. Hein. Entre crédit agricole, l'ESAT du hameau, l'ESS, c'est assez divers finalement. Mais aucune structure de l'ESS aujourd'hui ne devrait être absente de ce débat de quelle est ma contribution positive pour la société. Qu'est-ce que j'essaye d'adresser comme sujet, et ça fait du bien en fait de se le dire, parce que
on a beaucoup d'entreprises qui viennent souvent à la communauté en disant oui, mais nous, on est mission native, on a la mission, bien sûr qu'on est entreprise à mission par nature, enfin bref. En fait, quand on fait l'exercice d'interroger l'ensemble des parties prenantes, de s'obliger à formuler vraiment la contribution positive et singulière de l'entreprise, on s'aperçoit d'abord que c'est un très bon exercice parce que parfois on va beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait imaginer. Et quand on s'oblige et qu'on prend ce cadre de la société à mission qui est un cadre de progrès, on est meilleur. Hein, parce qu'on doit rendre des comptes, parce qu'on doit progresser d'un audit à l'autre. Donc c'est un cadre qui est très, très riche. Adopté aujourd'hui par 1300 entreprises qui ont adopté la qualité de société à mission. Ça double à peu près tous les 2 ans, donc il y a une dynamique qui est très forte. Alors on peut se dire 1300, c'est quand même pas beaucoup. En même temps, c'est des démarches qui prennent du temps, hein, généralement 1 à 2 ans. Donc là, on voit juste la première vague quelque part des entreprises à mission depuis que la loi Pacte, que les décrets d'application de la loi Pacte sont sortis en 2020. Mais ce qui est intéressant quand on observe les 1300, c'est qu'on voit tout type d'entreprise, toute taille, toute forme juridique, tout secteur d'activité. Bon, le premier, c'est la tech, l'IT, la tech. Le deuxième, c'est le conseil. Le troisième, c'est la finance, plutôt positif. Mais on a aussi de l'industrie, du BTP, de l'agroalimentaire. On a vraiment tous les métiers. Et des entreprises qui vont sur le modèle de l'entreprise à mission pour des raisons qui peuvent être diverses. Beaucoup d'entreprises familiales utilisent la mission comme un outil de transmission. Parce que formuler sa mission, c'est un exercice qui est très fécond, mais il y a à la fois un exercice introspectif, pourquoi l'entreprise a été créée à la base, par le père, par le grand-père, et puis un exercice qui est un acte de leadership très fort, d'affirmer sa vision, sa contribution positive pour la société demain. Donc c'est introspectif et prospectif, et finalement c'est un outil de transmettre finalement la mission. On le voit hein, dans les entreprises à mission, on a des grandes entreprises, hein, et moi je prends souvent le cas de Danone parce que pour moi c'est un excellent cas. Emmanuel Faber qui a pourtant porté le passage en société à mission, qui était cohérent hein, parce que Danone avait déjà inscrit le double projet en 1972 avec Ribou. Mais il a porté le sujet et il a fait voter par 99,5% des actionnaires. Hein. Pour une boîte cotée, c'est quand même une bonne performance, le passage en société à mission. Puis quelques mois plus tard, il se fait débarquer pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la société à mission. Et là, on aurait pu se dire, bah, comme dans toute entreprise normale, quand le patron qui a incarné le truc part, bah, tout s'écroule. Bah non, la mission, elle est restée. Le comité de mission, il est toujours là. Il est toujours présidé par Pascal Lamy. Et l'enjeu, ça va être comment la mission accélère la transformation du modèle Danone pour le rendre plus soutenable et par rapport aux objectifs de mission qui se sont attribués. Et donc, on voit que la mission est un outil de transmission. On voit que la mission est le cadre volontaire hein, qui est adopté par ces 1300 sociétés à mission. C'est une façon de pérenniser la mission au-delà demain d'un changement de dirigeant ou d'un changement d'actionnaire. Donc, c'est un cadre qui est très fort parce qu'il structure, il pérennise, il crédibilise l'engagement de l'entreprise. Et l'enjeu clé aussi, c'est dans les bénéfices, ça rejoint une des questions qui est posée, c'est l'engagement des collaborateurs. Alors en fait, les collaborateurs, quand la démarche est bien faite, en fait, ils sont engagés dès le démarrage, au moment de la réflexion sur pourquoi on existe, pourquoi on est ensemble, et c'est les bonnes démarches d'entreprise à mission, elles démarrent par l'intérieur de l'entreprise et par un travail très collaboratif, d'itération successive pour formuler une bonne raison d'être, inscrite dans le modèle, inscrite dans les métiers et co-construite avec les collaborateurs. Et l'effet positif que génère l'entreprise à mission, c'est que ça redonne du sens à l'entreprise. Et donc, ça nourrit l'engagement des collaborateurs. Ensuite, et pour la marque employeur, on a pu le mesurer, nous, quand on a recruté il y a 2 ans un directeur marketing, on a eu 250 CV pour Niort, c'est juste exceptionnel, on n'avait jamais eu autant de CV. Voilà, et donc la nouvelle présidente de la communauté des entreprises à mission, Hélène Bernicot, qui est co-DG de Crédit Mutuel Arkea, me disait l'autre jour que ça avait augmenté de 35% les CV reçus. Donc, quand on sait la tension sur les métiers en tension dans l'IT ou dans certaines activités, quand vous avez 30% de CV en plus,
franchement, c'est déjà un signe qui est déjà très positif. Après, il faut assurer, hein, parce qu'il faut être à la hauteur de sa mission. Mais l'enjeu clé, c'est que les collaborateurs soient alignés, ils y trouvent du sens, parce que c'est eux qui vont faire la transformation. Et c'est là où ça rejoint la question sur est-ce qu'on est une entreprise libérée ou pas. En fait, la mission, elle libère quelque part le management. Je n'aime pas trop le terme d'entreprise libérée, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse plaquer exactement un modèle à toutes les entreprises, mais ce que permet la mission, c'est qu'une fois que la mission est claire, elle éclaire chacun dans ses décisions au quotidien. Ils n'ont plus besoin de venir de dire, de demander l'avis de la direction, pourquoi est-ce qu'il faut faire ça, est-ce qu'il faut faire ça. Non, en fait, ils font les choses. Donc ça stimule vraiment la prise d'initiative à l'intérieur de l'entreprise et ça libère finalement cette prise d'initiative parce qu'on sait ce pourquoi on est ensemble. C'est très clair. La mission, elle est traduite opérationnellement. Il y a une feuille de route de mission et chaque collaborateur peut y contribuer. Alors nous, on a un petit sondage qu'on fait chaque année sur est-ce que les collaborateurs se sentent bien alignés par rapport à la mission. Alors on a 100% de gens qui sont alignés par rapport à la mission. Ça me fait un peu peur même, mais c'est vrai que le Made in France, la consommation responsable, ça leur parle bien. Mais il y a 2 ans, on avait aussi 40% de collaborateurs qui, à la question de est-ce que vous avez l'impression de contribuer à la mission, nous disaient en fait non, on n'a pas l'impression de contribuer à la mission parce que quand on est à la comptabilité, quand on est à l'IT ou quand on est au service après-vente, on ne contribue pas beaucoup à faire de l'information, de la sensibilisation sur la consommation responsable ou sur l'économie circulaire. Et donc ça nous a pas mal interrogé sur comment on pouvait engager et donner la possibilité à tous les collaborateurs qui le souhaitaient de s'engager au service de la mission de l'entreprise. Donc, on a créé des rôles qu'on a appelés les référents missions. Aujourd'hui, on a à peu près 30% d'entreprises qui sont des référents missions, qui sont là pour faire le suivi d'une des actions de la feuille de route. Et ils sont en binôme, et donc ils font le suivi, le reporting, mais aussi ils enrichissent la feuille de route et ils font l'interface avec le comité de mission qui lui se réunit 3-4 fois par an et qui donne son avis de manière globale sur la mission et sur la feuille de route. Et donc ça c'est extrêmement clé, c'est que ce sont les collaborateurs qui vont faire la transformation pour qu'elle soit bien faite, pour qu'il y ait le moins de résistance au changement, parce qu'il y a beaucoup de changements à venir dans les organisations. Eh bien, il faut que les collaborateurs trouvent du sens. Et ensuite, il faut qu'ils aient envie de s'investir. Et généralement, alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que l'effet positif que procure la mission, c'est qu'on recrute des gens qui sont complètement alignés par rapport à la mission. D'ailleurs, les jeunes recrues sont souvent plus engagés que ceux qui sont là depuis 10 ans. Et donc, il y a une forme d'émulation positive qui se crée. Donc avec des initiatives qui naissent des collaborateurs. Par exemple, il y a 2 ans, on a une collaboratrice qui venait d'arriver, qui dit moi j'aimerais bien pouvoir avoir un moment d'échange pour partager mes bonnes pratiques, mes éco-gestes, etc. Donc elle a suggéré qu'on lance ce qu'on appelle le 12-13 chez nous, qui est entre midi et 13h, une fois ou 2 par mois. On va partager une bonne pratique. C'est un collaborateur qui va amener, peut-être faire sa lessive soi-même, faire son déo soi-même, ou alors partager un livre ou un film qu'il a touché, qu'il a mis en mouvement. Et voilà, ça, c'est des initiatives qui naissent de l'intérieur de l'entreprise, qui montrent que l'entreprise à mission est un chemin qui a réussi quelque part, parce qu'il a réussi à engager la transformation même des collaborateurs. Voilà. Donc, voilà, voilà à peu près je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Alors oui, s'il y avait une question sur PME ou grandes entreprises. Oui, c'est ça. Est-ce que, merci beaucoup déjà pour les réponses. Est-ce que c'est effectivement transposable à des entreprises plus grandes, voire des multinationales? On en a eu au moins un exemple avec Danone, mais voilà. Et puis peut-être aussi des exemples équivalents de sociétés à mission à l'étranger. Je crois que ça a été évoqué rapidement, mais qu'il y a eu une petite coupure exactement au moment où on parlait des sociétés à mission italiennes. Donc peut-être revenir là-dessus. Ok. Alors bien sûr, c'est un modèle qui est applicable à toutes les formes juridiques, mais aussi à toutes les tailles d'entreprise. Je l'ai expliqué. Alors on a un tiers de sociétés à mission en France qui sont des startups qui démarrent tout de suite avec la mission. Mais on a aussi 9% et on a 81% de PME, mais on a aussi 9% de grandes entreprises.
alors que les grandes entreprises ne représentent que 0,16% des entreprises en France. Nous, il y a 9% de grandes entreprises qui sont sociétés à mission. Ça veut dire que c'est un modèle qui est tout à fait applicable pour des grandes entreprises aussi. L'enjeu clé pour les grandes entreprises, ça va être comment elles peuvent le déployer dans leurs autres filiales. Est-ce que c'est la filiale qui démarre par la société à mission et puis ça va remonter un peu en mode il y a une expérimentation faite dans un pays ou dans une filiale et puis on va reprendre la démarche au niveau du groupe, ou est-ce que c'est le groupe qui va avoir cette réflexion et qui va ensuite diffuser ça dans l'ensemble de ses filiales? On a tous les exemples. On a d'ailleurs instruit cette question avec un groupe de travail là-dessus au sein de la communauté des entreprises à mission. Donc on a plein d'exemples de grandes entreprises, le groupe Rocher, la Maïf, Crédit Mutuel, Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Arkea. On a aussi des licornes à mission, Content Square, Doctolib, Ecovadis. Donc voilà, ça montre que c'est aussi tout à fait compatible avec une hyper création de valeur. Donc c'est un modèle qui vraiment s'applique à tous. L'enjeu clé, ça va être, et c'est une des raisons pour lesquelles sur lesquelles je m'investis maintenant depuis que j'ai passé la main sur la présidence de l'association, c'est l'échelle européenne. Et on a besoin aujourd'hui de passer le modèle à l'échelle européenne, parce que effectivement, on a quelques pays qui ont pris des initiatives. L'Italie, un peu avant la France, avec la Società Benefit. Donc, vous avez des boîtes comme Chiesi en Italie, qui sont Società Benefit en Italie, elles sont Société à mission en France, et puis elles sont Bicorp, je ne sais pas où, et elles disent on a besoin d'un modèle européen. On a besoin d'affirmer davantage notre souveraineté européenne et de construire ce modèle d'entreprise à mission au niveau de l'échelle européenne. Ça permettrait de faciliter le déploiement dans l'ensemble du groupe, dans l'ensemble des filiales, avec une démarche homogène. C'est sur quoi je travaille. J'ai été au Parlement européen au mois de juin pour réclamer une directive européenne de l'entreprise à mission. Et je pense qu'on a en France une très belle expérience avec la société à mission, qu'on a beaucoup, dont on a fait pas mal le service après-vote avec la communauté des entreprises à mission pour documenter, pour se nourrir des retours d'expérience des entreprises qui se sont lancées, et que cette expérience peut être mise à profit pour déployer le modèle au niveau européen, affirmer davantage notre souveraineté européenne, parce que franchement, le capitalisme européen n'est pas le même que celui des Chinois et des Américains. On a des valeurs à affirmer et probablement que c'est bien. On voit que les enjeux réglementaires, les normes se développent beaucoup, que les entreprises vont d'ailleurs peut-être un peu être submergées de normes et de reporting extra-financier avec la CSRD qui arrive, parce que même les PME vont être touchées. Quand on est client d'une grande entreprise, on va devoir répondre aux mêmes questions que les grandes entreprises. Mais les reporting n'ont pas transformé le monde. Et donc, il y a urgence à passer à l'action. Et finalement, c'est un excellent cadre, l'entreprise à mission, pour accélérer la transformation, le passage à l'action des entreprises. Et pour ça, on va avoir aussi besoin des grandes entreprises, parce qu'on a besoin de tous. On n'a pas que besoin de pionniers ou de défricheurs ou de l'ESS. Non, on a besoin d'engager la transformation dans toutes les entreprises. Donc, c'est important que dans chaque secteur, dans chaque territoire, on ait des entreprises qui, un peu pionnières, vont partager, vont dire que c'est possible, vont raconter ces nouveaux récits de la réussite, qui ne sont pas que des réussites financières, mais qui sont aussi des réussites pour tout le monde. Voilà. Et donc, je crois fondamentalement que là, on a un modèle qui a beaucoup de bénéfices. C'est un levier d'engagement pour les collaborateurs qui redonne du sens. C'est un levier d'innovation à l'intérieur de l'entreprise parce qu'il y a cette mise en tension. Et du coup, c'est un levier de performance. Mais c'est un levier d'une triple performance, économique, sociale et environnementale. Merci beaucoup, Emery. Je vais faire aussi mettre du temps. Donc, il est presque 14h10. Il nous reste une grosse vingtaine de minutes dans ce webinaire. Je vous propose que peut-être on aborde la dernière question qui a été posée dans le chat aussi, en faisant le lien avec les autres questions que je souhaitais évoquer aujourd'hui. À la fois peut-être un peu un retour d'expérience de cette aventure qu'a été la présidence et la création de la communauté des entreprises à mission. On en a déjà parlé, mais peut-être un peu
comment est-ce que ça s'est passé, ce rôle d'influence, peut-être de lobbying, voilà, auprès aussi de l'État pour faire entrer cette forme d'entreprise qu'est la société à mission dans la loi Pacte. Comment est-ce que maintenant il va falloir renouveler cette influence effectivement pour aller vers une généralisation à l'échelle européenne, mais aussi le lien avec qu'est-ce que peut l'entreprise aux côtés de l'État et des citoyens pour réussir la transition, et qu'est-ce que peut-être l'État aussi pour accompagner ces entreprises dans leur transition écologique. C'est là que je disais que ça faisait le lien avec la dernière question qui est comment est-ce qu'on peut améliorer l'accès des entreprises à mission à la commande publique. Alors, c'est peut-être pas vous qui allez y répondre aujourd'hui, mais je pense que peut-être la communauté des entreprises à mission y a réfléchi, a fait des propositions en ce sens. Voilà, tout un autre pan du sujet que je vous propose d'aborder dans la suite du webinaire, donc jusqu'à 14h30, si ça vous va. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, face à l'ampleur des crises, qu'elles soient sociales, climatiques, biodiversité, la crise de la ressource, qu'elle soit humaine ou financière ou matière première, il y a urgence à réinventer nos modèles. Et en fait, on n'a juste pas le choix. Hein. Donc, en gros, soit on fait de la sobriété choisie, soit elle va être subie. Je suis pas sûr qu'elle sera toujours très heureuse, mais en tout cas, on peut inventer ces nouveaux récits. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir besoin de tous. Parce que si on prend l'ensemble des acteurs qui peuvent influencer la transformation de la société, puisqu'on parle de ça, on parle vraiment d'une transformation écosystémique, là, hein. On a des citoyens qui sont collaborateurs dans les entreprises, consommateurs ou simples citoyens engagés aussi dans des ONG. Enfin, voilà. On a l'État et on a les entreprises. Il ne faut pas tomber dans le triangle de l'inaction et dire oui, on va attendre que l'État bouge ou on va attendre que les citoyens bougent et puis ensuite les entreprises bougeront. Non, non, non. On a besoin que tout le monde bouge en même temps. C'est sûr que si on prend que les citoyens, on n'y arrivera pas. Parce que si tous les citoyens adoptent les meilleurs éco-gestes, hein, c'est une étude de Carbone 4 qui montre que si on arrête de manger de la viande, qu'on ne prend plus l'avion et qu'on ne prend plus sa voiture pour les trajets de moins de 3 km et qu'on achète tous ses meubles à la Camif, on n'a fait que 25% du chemin pour nous limiter dans la trajectoire des 2 degrés de l'accord de Paris. Ce qui veut dire que les 75 autres % du chemin sont à faire par les entreprises, par les collectivités, par l'État. Ça nous met une sacrée responsabilité aujourd'hui sur les épaules. Si on regarde les États, bien sûr que les États ont un rôle très important à jouer. On le voit avec les réglementations, on le voit avec la fiscalité, on le voit avec la commande publique. C'est ces 3 leviers clés que les États peuvent activer et probablement il faut être encore plus exigeant sur l'activation de ces leviers pour que ça bouge davantage la société civile ou que ça bouge davantage les entreprises. Je vais remettre prochainement un rapport sur la TVA circulaire au ministre de l'écologie, Christophe Béchu, parce que moi je crois qu'il faut activer ce levier de la fiscalité et aligner les enjeux de la fiscalité à la transition écologique. C'est pas normal de taxer de la même manière un produit éco-conçu fabriqué en Europe qu'un produit qui vient de l'autre bout de la planète, qui ne respecte aucune de nos normes, ni sociales, ni environnementales. C'est pas normal de taxer la réparation, alors qu'aujourd'hui, on le sait très bien, il y a un consommateur sur 2 qui, quand sa machine à laver tombe en panne, ne la répare pas parce que ça coûte plus cher que d'acheter du premier prix neuf qui vient de l'autre bout de la planète. Ça n'est pas normal. Donc, il y a une forme d'activation nécessaire, activation de tous les leviers qu'on a à disposition pour accélérer la transformation des modèles vers une économie plus circulaire, moins gourmande en ressources. Mais même les États, avec tous les moyens qu'ils ont, ne peuvent pas tout. Et même quand ils coopèrent, on le voit, les COP, la première COP, c'était en 1995, il y avait 365 particules par million de CO2 dans l'atmosphère, on est rendu à 417. Donc, on n'a pas réglé le sujet, quoi. Et puis là, avec la COP 28 à Dubaï, présidée par un grand président d'une compagnie pétrolière, je suis pas sûr qu'on va tout à fait dans le bon sens. Oui, peut-être qu'on pourrait être plus exigeant aussi sur créer un territoire où, à l'intérieur de ce territoire, on crée de l'équité à l'accès au marché. Je n'ai pas encore vu ça, mais nous, on a régulièrement des fabricants qui se disent, bah oui, nous, on fait du Made in France.
mais parce que on a des obligations environnementales qu'on comprend très bien, et qu'on doit investir dans des usines de retraitement des déchets ou de l'eau, et qu'on a les normes sociales qui sont les nôtres, on peut pas être compétitif par rapport aux produits du grand import qui viennent du Pakistan. Quand on fait venir du linge de maison du Pakistan en France, ils sont beaucoup moins chers parce qu'ils ne payent aucun droit de douane, aucune taxe particulière, et qu'ils sont donc beaucoup moins chers que les produits fabriqués en Europe. Mais c'est vrai que quand on fabrique un draous au Pakistan, les rivières sont rouges quand c'est la teinture rouge qui passe. Et que malheureusement, les 2/3 de la pollution, c'est pas au moment de la fabrication, c'est dans le premier lavage, dans nos machines à laver. Donc on importe même la pollution. Est-ce que c'est bien normal? Est-ce que c'est normal de faire en sorte que on ait des entreprises comme Shein qui, on sait tous dans quelles conditions sociales sont fabriqués ces produits. Nous, pays des droits de l'homme, est-ce qu'on accepte qu'il y ait des produits qui soient vendus en Europe et qui ne respectent pas le droit des travailleurs? Est-ce que c'est normal? Non. Moi, je pense que non. Et je pense que les citoyens doivent avoir plus d'exigences sur la mise en place d'un accès au moins équitable au marché. Il faut que tout le monde ait les mêmes règles pour opérer sur un marché. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et je pense que ça doit changer. Et donc, ça nous amène au troisième acteur qui est l'entreprise. Et aujourd'hui, on le voit, on a fait un sondage au sein de la communauté des entreprises à mission qui montre que 91% des Français souhaitent que les entreprises s'engagent davantage. Donc, il y a une pression aussi mise à l'extérieur de l'entreprise par les citoyens, mais aussi à l'intérieur de l'entreprise par les collaborateurs sur l'engagement de l'entreprise. Mais aujourd'hui, on veut des entreprises qui sont capables d'apporter la preuve de ces engagements. Et alors, l'entreprise peut être un puissant levier de transformation de la société. Ce qu'elle a toujours été quelque part. Hein. Si on regarde les grandes révolutions industrielles, télécom, de la mobilité, dans le téléphone portable, l'internet, le train, la voiture, la télé, la radio, c'est pas les États qui ont inventé ça, ce sont les entreprises. Et aujourd'hui, il y a besoin d'utiliser la force de l'entreprise pour réinventer notre économie, pour qu'elle soit soutenable. Parce que sinon, on va léguer un monde à nos enfants et nos petits-enfants dans lequel on n'aimerait pas vivre. Et ça, c'est pas normal. Donc, il y a à intégrer aujourd'hui pour l'entreprise cette fameuse théorie du donut, là, je ne sais pas si vous avez ça en tête, de Kate Raworth, qui dit les limites planétaires, là, on a dépassé 6 sur 9. En fait, l'entreprise, elle doit construire dans l'intérieur des limites planétaires. Puis il y a le plancher social aussi, en dessous duquel il ne fait pas très bon vivre, répondre aux besoins fondamentaux de l'humanité, un salaire décent, un logement, de la nourriture, etc. En dessous du plancher social, c'est invivable en fait. Donc, il faut construire cet espace juste et sûr qui est celui dans lequel doivent aujourd'hui opérer les entreprises. Ça demande de la sagesse, ça demande de réinventer nos pratiques, ça demande de la sobriété, ça demande de re-questionner les modèles de croissance, ça demande beaucoup de remise en question de l'ensemble finalement du système. Et ce qui est bien, c'est que les pionniers qui ont expérimenté ça, ils apportent déjà aujourd'hui la preuve que c'est possible, que c'est possible de réconcilier l'économie et l'écologie. Et je crois qu'aujourd'hui, notre enjeu, c'est d'arriver à le déployer au maximum. Et c'est pourquoi on a, avec la communauté d'entreprises à mission, beaucoup œuvré à développer le modèle, à le faire connaître, à le faire comprendre, sa différence entre la RSE et la mission, à faire comprendre qu'en fait, il faut que l'entreprise s'engage, qu'elle définisse ses combats, qu'elle définisse sa mission. Il faut qu'elle se structure, parce que si on n'a pas un cadre, ça ne marche pas. Et en même temps, c'est un cadre volontaire, donc c'est aussi quelque chose qui respecte beaucoup la liberté d'entreprendre. Et donc, c'est effectivement avec ce travail de la communauté qui a été très riche qu'on a nourri et on nourrit la démarche d'entreprise. Moi, je suis amené à beaucoup témoigner de la démarche qu'on a entreprise avec Cabif et puis le modèle de l'entreprise à mission pour expliquer très concrètement ce que c'est. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à faire bouger les dirigeants, le maximum de dirigeants, le plus vite possible, parce que une fois qu'on a pris sa claque climatique, qu'on a vu les rapports du GIEC et tout ça, il faut se dire comment on passe à l'action. Et là, on a un cadre qui est très structurant, qu'il faut porter à l'échelle européenne, parce qu'il ne faut pas que ça reste franco-français.
Et c'est bien qu'on ait des Italiens qui aient mis la société à benefit, c'est bien les Espagnols. J'étais en Belgique il y a la semaine dernière pour parler du modèle d'entreprise à mission. Ils veulent faire une SMIC, ils appellent ça la SMIC, la société à mission d'intérêt commun. Donc c'est possible que ça se développe en Belgique, mais il faut que ça se développe vite parce que c'est un modèle qui accélère la transformation. Donc on en a besoin de ce modèle. Et il faut être fier de ce qui a été fait en France. C'est vraiment chouette. Moi, je crois que on a besoin aujourd'hui de réinventer entièrement nos modèles. Pour Camif, ça a été le choix de l'économie plus locale, de l'économie plus circulaire. C'est aussi aujourd'hui de nouvelles expérimentations qu'on lance sur l'économie de la fonctionnalité avec la location de chambres bébés ou chambres enfants qu'on a lancé cette année. Parce qu'on a un très bon cas d'usage. Là, on a des meubles qui peuvent durer 50 ans, mais bon, on n'utilise pas 50 ans parce qu'au bout de 50 ans, le bébé a envie de sortir de son lit à barreaux. Donc, on a un bon cas d'usage où on peut donner 2, 3, 4, 5 cycles de vie à ces produits. Donc, je crois, on a besoin d'entrepreneurs aujourd'hui à la tête des entreprises. On n'a pas besoin de gestionnaires. Les gestionnaires, ils vont être très conservateurs dans leur approche de l'entreprise. Ils vont optimiser les choses, mais là, on n'est plus dans une phase d'optimisation, on est dans une phase de réinventer. Et on a besoin de beaucoup d'entrepreneurs. Donc, il faut aussi s'appuyer sur les États, sur les écoles, sur les universités pour faire passer cette culture entrepreneuriale, ce goût du risque, ce goût de l'audace, ce goût de faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer, de l'intelligence collective. On a besoin de ça parce que c'est aujourd'hui un siècle unique, on est dans un moment de bascule et on a besoin de mobiliser toutes nos formes d'intelligence pour imaginer ces nouveaux modèles, pour imaginer ces nouveaux récits de la réussite. Donc, on est tous acteurs quelque part et aujourd'hui, il faut qu'on se mette en mouvement, qu'on se coordonne davantage et qu'on travaille ensemble à un développement soutenable. Merci beaucoup. Je vois plus de questions dans le chat, mais la dernière phrase que vous venez de prononcer me fait penser à une question. Personnellement, est-ce que avec la communauté des entreprises à mission, vous avez eu l'occasion, par exemple, de discuter avec des associations de jeunes diplômés ou d'étudiants comme des associations pour un réveil écologique qui appellent justement au réveil des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprises. Ils sont actuellement étudiants en grande école et du coup, ils les appellent à se réveiller pour prendre en compte ces enjeux environnementaux. Est-ce que est-ce que vous êtes allé rencontrer ces jeunes? Est-ce que ça a eu un écho auprès d'eux, cette forme qui est l'entreprise à mission ou pas? Oui. Voilà. Oui, absolument. D'ailleurs, on a dans notre comité de mission, parce qu'on s'est appliqué au sein de l'association les bons principes de la société à mission, donc on a un comité de mission, on a une personne des réveils écologiques. Donc, les associations de jeunes, il y a une association aussi, les collectifs qui sont en fait des collectifs de salariés à l'intérieur des entreprises qui se mettent en association pour faire bouger l'intérieur de l'entreprise. C'est pas mal de grandes entreprises qui ont aujourd'hui des collectifs. Les anciens, on intervient aussi régulièrement avec les alumni Force de Planète, qui sont les anciens des grandes écoles. Je suis intervenu il n'y a pas très longtemps, au mois de juillet, à la conférence des directeurs des grandes écoles des grandes écoles d'ingénieurs et de commerce avec le campus de la transition écologique et pour un réveil écologique, pour faire connaître le modèle de l'entreprise à mission et pour faire prendre conscience de à quel point ce modèle est un outil qui redonne du sens, qui transforme et qui accélère la transformation de l'entreprise. Donc oui, ça répond parfaitement aux aspirations des jeunes et je pense que si on veut être à la hauteur de leurs ambitions et de leurs exigences, à un moment donné, il faut se mettre en mouvement, mais si on veut se mettre en mouvement de manière structurée, pérennisée et crédible, on a besoin d'un cadre et le cadre que je promeus, c'est celui de l'entreprise à mission, ça vous l'avez compris. Merci beaucoup, Marie. Et peut-être une dernière question, n'hésitez pas dans le chat, il nous reste encore quelques minutes, donc si vous avez des remords, c'est le moment. Une dernière question sur le rapport que vous avez très brièvement évoqué, que vous êtes en train de produire à la demande du ministre de l'écologie, de la transition écologique, Christophe Béchu, sur la TVA circulaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et est-ce que ça recouvre Je ne vais pas dévoiler tout le rapport parce que je ne l'ai pas encore officiellement remis, mais en gros, si vous le pouvez.
En gros, sans trahir de secret, nous, on est, parce que j'ai coécrit ce rapport avec Emmanuel Ledoux, qui est la DG de l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire. On est très fan et promoteur d'une TVA réduite sur notamment la réparation, parce que c'est la première des choses. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une baisse du nombre de réparateurs chaque année et que la TVA est un outil qui touchera à la fois l'offre et la demande. Donc oui, ça va pas être que de la baisse de prix, mais ça va être aussi et probablement surtout l'amélioration des modèles économiques de la réparation, parce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de réparateurs. C'est l'inverse qu'il faut qu'on arrive à faire en termes de dynamique. Donc ça viendra en complément. La TVA n'est pas le seul outil, mais ça viendra en complément des bonus réparation, des fonds réparation qui sont mis en place par les filières REP. Donc je pense que l'avantage de la TVA, c'est que c'est quelque chose qui parle à tout le monde, qui est très simple à mettre en œuvre et qui peut accélérer finalement non pas que l'acte de réparation, parce que là, c'est notre première recommandation, c'est de le faire sur la réparation, mais également l'acte d'achat en amont d'un produit peut-être plus cher, mais parce qu'il est éco-conçu, il va être réparable, et on va se dire, finalement, sur la durée, si je peux le réparer, ce produit me reviendra beaucoup moins cher qu'un produit jetable que je vais devoir renouveler régulièrement. Donc, là aussi, c'est l'idée d'influencer les comportements des consommateurs, à la fois en rendant peut-être visible, et c'est partie de nos recommandations aussi, que on puisse adopter une TVA réduite aussi sur l'éco-conception, sur les produits éco-conçus. On a aujourd'hui de plus en plus de filières qui sont en train, avec l'affichage environnemental, de pouvoir structurer justement qu'est-ce que c'est qu'un produit éco-conçu. On imagine que les mieux disants et les produits les mieux notés pourraient bénéficier aussi d'une TVA réduite pour accélérer là aussi ce passage à l'action du consommateur, qui a un pouvoir considérable parce qu'il choisit à chaque fois qu'il fait un achat, et il choisit quel modèle on veut. Est-ce qu'on veut du low cost importé ou pas? Voilà. Alors après, le jour où on mettra aussi une taxe carbone aux frontières pour les produits et les biens de consommation, peut-être que le produit Made in France deviendra beaucoup moins cher que le produit Made in très loin. Mais en attendant, c'est pas le cas. Et donc l'enjeu aussi, c'est évidemment de faire ça à l'échelle européenne, parce que la France ne peut pas tout, puis il y a des directives européennes qui ont été un peu amendées, mais il faut aussi, et c'est notre recommandation, pousser pour qu'on élargisse la possibilité donnée aux États d'adopter une TVA réduite sur l'éco-conception, sur la réparation, et pas que uniquement quelques secteurs, mais vraiment beaucoup plus large. Et puis ensuite, faire des études d'impact, parce que là, on touche finalement aux deniers publics quelque part, et donc il faut voir si c'est vraiment impactant d'avoir baissé la TVA. On a des taux de TVA réduits aujourd'hui qui existent. Objectivement, je pense qu'ils n'ont aucun intérêt, et peut-être qu'on pourrait les supprimer. Et nous, je pense qu'il faut que, évidemment, si on fait cette mesure, on puisse se dire, c'est une mesure, on se donne 5 ans pour expérimenter, on fera une étude d'impact au bout de 5 ans, et puis on verra si oui ou non ça a dopé le nombre de réparateurs, si ça a oui ou non augmenté la part des produits éco-conçus, est-ce que ça a bénéficié finalement à créer de la valeur aussi sur nos territoires, parce que l'économie circulaire, c'est non délocalisable. On ne va pas réparer une machine à laver à l'autre bout de la planète, donc on va la réparer sur place. Donc on va créer des emplois dans les petites villes, sur les territoires, recréer les cordonniers, les réparateurs, si on a besoin de recréer cette économie du territoire, cette économie locale, cette économie du lien, et on a besoin de basculer dans cette économie circulaire après un siècle d'économie linéaire qui consiste à faire de l'extraction et le plus possible, et faire de la vente et le plus possible, et puis jeter, parce qu'au bout d'un moment, voilà, donc c'est fini ça, c'est plus soutenable, on le sait tous, de toute façon avec le choc de l'inflation des matières premières, ça n'est pas soutenable, on le voit bien. Donc, il faut basculer sur l'économie circulaire, et pour ça, on a là aussi besoin de mettre un peu d'huile dans les rouages, et c'est aussi le rôle de l'État de le faire par des incitations, avec peut-être la commande publique, oui, mais peut-être aussi avec la TVA ou l'arme fiscale. Il y a une forme d'urgence de toute façon à bouger, et il faut bouger tout en même temps, quoi. Donc voilà un peu les points clés du rapport, mais vous ne direz pas que je vous ai déjà dévoilé une partie des peut-être recommandations qu'on a mises dans le rapport. Un grand merci, Emery. Je vois un petit message. Voilà, bravo pour votre démarche et votre intervention limpide. Merci beaucoup pour cette intervention. Ce webinaire s'achève. C'est le moment pour moi de vous dire
de vous donner quelques informations sur la suite de ce partenariat entre l'IGPDE et donc la Fabrique d'innovation pour les transitions du ministère. D'abord, vous allez recevoir à la suite de ce webinaire un petit questionnaire d'évaluation. C'est toujours utile pour nous qu'un maximum de personnes le complètent parce que ça nous aide aussi à programmer des événements par la suite qui répondent le plus à vos besoins, à vos attentes. Deuxième chose, ce webinaire sera disponible en replay dans quelques jours sur la page de l'IGPDE et vous en recevrez le lien, donc vous pourrez le revisionner et le diffuser avec vos collègues si vous le souhaitez. Et petit teasing de la programmation de cette fin d'année, on a terminé en parlant de levier TVA circulaire et peut-être du levier de la fiscalité. Et ben, c'est justement le thème de la prochaine conférence organisée par nos deux structures le 12 décembre prochain, qui aura pour thématique donc la fiscalité environnementale et puis tous les enjeux de redistribution qui l'accompagnent. Vous pouvez vous inscrire déjà à cette conférence sur le site internet de l'IGPDE et vous en aurez connaissance de toute façon par les newsletters de nos deux structures si vous voulez bien vous y inscrire. Encore un immense merci Emery pour cette intervention. Merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Bonne journée, à bientôt.